Salut, ici Marco Bédard, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en 2 saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 96e épisode de Pas sorti du bois. On approche le 100. Puis là, je suis super content parce que je suis en compagnie d'un gars qui est bien connu dans la communauté, qui est un coureur, qui est un directeur de course, qui est maintenant un propriétaire de course, je sais pas si c'est ça le bon terme, mais qui est aussi un biathlète olympique, Marco Bédard. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci de m'avoir. Écoute, à ma grande surprise, moi je te connais sous le nom de Marco Bédard, puis quand on s'est écrit, c'était Marco le nom qui était dans la conversation, puis là quand j'ai cherché pour faire mes petites recherches pré-entrevue, je cherche Marco Bédard biathlon, puis là c'est Marc-André Bédard, fait que j'ai appris que Marco c'est un pseudonyme, donc moi j'étais sûr que c'était ton nom. Ben oui, c'est le cas pour bien du monde, puis j'ai même eu des fois des offres de contrat, des offres de travail, même une offre une préparation de visa au nom de Marco Bédard. Fait que il n'y a pas grand monde qui sont au courant, mais non, je m'appelle effectivement Marc-André Bédard. Bon, ben Marc-André, Marco, peu importe. Bienvenue à Pas sorti du bois. Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Depuis le temps qu'on essayait de se parler, ça fait un bout qu'on échange pour trouver le bon moment, mais là, on est fin mai, début juin, au moment où l'épisode va sortir. Le QMT va s'en venir. T'es impliqué avec le QMT. Le Transvalley fait son grand retour cette année. T'es impliqué là-dedans aussi, mais je pense que ça va être un bon timing pour sortir l'épisode. Absolument. Donc, avant qu'on commence les grandes questions, puis jaser de trail puis de course, qu'est-ce que tu bois de ton bar? Moi, je suis allé me chercher une... en fait, c'est la bière à ma blonde. Ma blonde, elle allait notre petit bébé qui va avoir 6 mois. Puis, il me restait plus de la souche. J'ai plusieurs la souche. J'ai une belle 24 de mixée qu'on a eu en rabais. Puis là, il me restait juste une sans alcool, mais ça fait très bien la job. Elle est excellente. Donc, la simple de même. Puis, elle est vraiment très bonne. Pour vrai, la souche, leur bière de base sont excellentes, mais dans le sans-alcool, ils donnent pas leur place, puis c'est cool qu'ils aient développé ça. Je pense que les micros, tranquillement, développent ces produits-là, puis tant mieux, ça fait du bien des fois une petite bière de semaine. Moi, de mon côté, je suis allé avec une 2 printemps. On est encore le printemps au moment qu'on se parle, fait qu'il y a une 2 printemps de Boréal. Mon partenaire du podcast, une Double New England IPA, donc ça devrait être... ça, c'est bien dans mes cordes. Fait que, cheers à toi. Merci d'être là, Marco. Yes, cheers. J'ai même mon beau verre Québec Mégatrail. Ah ouais, QMT. À voir si je l'aurais pris. Parce que même celui-là que t'as, celui de 2021, moi j'ai abandonné le QMT 110. Je prends ma revanche dans quelques semaines. Mais le lendemain, j'ai quand même fait le QMT 6 avec ma soeur. Fait que j'ai mon verre 2021. Fait que je continue la tradition. J'ai mes verres depuis quelques années du QMT. Cool. Ça aurait été une douce revanche le lendemain. Mais là, je pense que cette année, ça va être la vraie revanche sur votre beau parcours. Ben oui, absolument. Fait que je le disais en ouverture, avant d'être impliqué dans la communauté de trail, dans les courses à obstacles, t'as été un biathlète olympique. T'es allé à Vancouver en 2010 dans l'équipe de biathlon, une grosse 10e place avec l'équipe canadienne au relais. T'as parlé de ta carrière olympique quand t'es allé au podcast Tout Trail, puis comme je le dis souvent quand je reçois quelqu'un qui a déjà fait d'autres podcasts, j'ai pas envie de te faire répéter la même cassette. Si les gens veulent en apprendre davantage là-dessus, je les invite à aller écouter le podcast Tout Trail avec toi. Je salue au passage Marc-André Marie-Ève qui continuent de faire un excellent boulot, qui ont des super invités. Puis ton épisode était super intéressant. Puis c'est là que moi j'avais appris à te connaître comme directeur de course aussi, comme athlète. Mais je tiens quand même à ce qu'on campe un peu quitté pour les gens qui écoutent en ce moment et qui se disent bon, j'irai écouter l'autre une autre fois. Parle-moi de toi, de tes débuts dans le sport, puis comment le biathlon est arrivé dans ta vie.
Ah, ben, on va essayer de faire ce cours parce que ça pourrait t'intéresser un peu. Moi, je faisais du ski de fond à 4, 5, 6 ans, des compétitions en ski de fond. Mon papa là, adorait le ski de fond avec mes frères. Puis quand j'avais 8 ans, j'ai vu, on écoutait les Olympiques en famille, puis j'ai vu Myriam Bédard, une petite fille de Québec qui gagne une médaille de bronze aux Olympiques. Puis moi, dans ma petite tête d'enfant, ça a fait que, comme, waouh, hein, c'est-tu de la famille? Ça m'a super intéressé. Je me suis tout de suite rattaché à ce moment-là. Puis là, 2 ans après, il y a eu 2 jeux en 2 ans là, dans ces moments-là. Elle a gagné des médailles d'or à Albertville, à Lillehammer plutôt. Fait que ça m'a encore plus marqué. Puis ça a comme resté comme ça. J'ai fait du ski de fond, vélo montagne, tout plein de sports là, de niveau provincial jusqu'à un moment donné. C'est les Leboeuf, en fait, que tu connais déjà, Maxime, là, probablement. Ben oui. On était déjà, on skiait ensemble là, enfants, puis on était du même niveau. Eux, ils avaient rencontré un coach à leur école pour faire du biathlon. Fait que ils m'ont appelé pour qu'on essaye ça. J'ai tombé en amour tout de suite avec le biathlon. Ça me rappelait un peu mes premiers amours. Fait que j'ai fait ça dans un programme là, qui était super intense, là, super cool avec les deux frères Leboeuf, puis d'autres gars qui étaient avec nous, dont Jean-Philippe Le Gallec aussi, qui m'a évidemment amené là, sur du haut niveau là, dans ce sport-là là, pendant une quinzaine d'années. J'ai comme arrêté, jamais vraiment officiellement pris une retraite, là, mais en 2014, après avoir manqué les Jeux de Sochi, puis ça m'a en même temps, j'avais commencé, on avait été approché pour faire des courses à obstacles. Mon frère m'avait parlé d'une course, la Spartan Race, dans ce temps-là, c'était en 2000, on parle de 2011, là, la première fois que j'en ai fait une, ça commençait, c'était pas trop connu, mais bon, on était faire ça, moi et ma blonde, puis on a super bien performé. Fait qu'après ça, on s'est fait inviter dans des voyages, tout ça, fait qu'on est passé vraiment d'athlète amateur qui vit là, sur le bord d'un apron à avoir de la misère à là, être payé pour voyager puis aller faire des courses puis gagner des grosses bourses. Fait que ça a été vraiment là, une expérience le fun. Là, on l'a jamais trop pris au sérieux là, parce que dans notre tête, c'était un peu comparativement au sport amateur qu'on avait vécu toute notre vie, qui était tellement strict, sérieux, puis tout ça. Puis là, on tombait dans un monde là, que, tu sais, les gars, ils courent en bédaine, ils courent dans la boîte, puis avec le feu, tout, ça faisait aucun sens dans notre tête, mais c'était tellement le fun. Puis on vivait tellement bien de ça qu'on a tripé au bout là, pendant plusieurs années avec ça. Puis bon, évidemment, avec le temps, là, on s'est fait signer avec une équipe américaine, là, une grosse compagnie qui essayait de rivaliser avec Spartan. Puis eux, après certaines années, après 2 ans, dans le fond, moi, dès le début, j'avais un intérêt à organiser. Fait que tout de suite, je m'impliquais dans l'organisation le plus que je pouvais. Puis ça m'a amené à signer avec eux autres pour organiser, co-organiser, puis finalement organiser la dernière année. J'ai organisé 7 courses pour eux autres en tant que directeur de course. Puis ça m'a donné une expérience extraordinaire avec eux. Là. C'est une compagnie qui était vraiment, vraiment bien rodée. C'est des SEAL de l'armée américaine, là, de l'élite de l'armée américaine, des anciens SEAL là, qui géraient tout ça. Là. Fait que c'était vraiment géré comme militairement. J'avais une grosse équipe de gars là, qui travaillaient avec moi. Là. J'avais 20 à 30 gars tout le temps là, qui travaillaient comme à créer ce que je voulais créer. Fait que ça m'a apporté une expérience extraordinaire là, qui m'a amené finalement. Éventuellement, ça l'a fermé, mais ça m'a amené une visibilité assez grande dans le domaine où j'ai pu être engagé ici pour partir ma propre patente. Là, fait que c'est là que Northman est né. Puis je faisais déjà de la trail sur le bord quand je pouvais. Puis bon, de fil en aiguille, je me suis mis à courir des trails, puis organiser des trails, puis des courses à obstacles aussi encore. Puis bon, fait que je pense que ça n'a pas été trop long. Non, mais c'est bon, mais je comprends que ton après-carrière olympique, c'est quasiment. Dans ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que tu t'es cherché dans le sens où tu venais de sortir de Vancouver 2011, les courses à obstacles, puis t'as l'air d'avoir comme embarqué dans cette espèce de vague-là qui aujourd'hui t'a fait une carrière sportive, une carrière d'organisateur qui a amené plein d'affaires en même temps. C'est quand même fou à quel point on entend souvent, puis j'ai reçu Lynn Bessette au podcast où des fois on entend des athlètes olympiques, puis il y a cette espèce de moment-là après des années de haute performance, de haute pression, de discipline, je veux dire une discipline olympique, là, une discipline extrêmement intense,
qu'il y a une espèce de petit creux de vague où il y a une recherche ou une espèce de moment où tu te définis plus comme athlète parce que tu as accroché tes crampons ou tes raquettes ou tes skis ou peu importe. Puis, à un moment donné, tu finis par trouver ta voie, mais j'ai l'impression, en tout cas, à t'écouter, que ça a comme été une vague qui a déferlé puis qui t'a embarqué là-dedans avec les courses à obstacles. Ah, absolument, absolument. Puis, tu sais, j'ai eu vraiment la belle chance de naturellement d'être dans un sport là, qui est très, très, très complet, là, le ski de fond puis le tir. Là, fait que ça m'a amené à avoir une facilité dans les sports là, après cette carrière-là, là, parce que j'ai quand même passé 15 ans à m'entraîner à temps plein au plus haut niveau. Fait que c'est sûr que ça m'a apporté énormément de qualité en tant qu'athlète complet. Fait qu'après ça, ben, tu sais, j'étais pas le plus grand coureur, mais tu sais, en course à obstacles, il y a tellement d'autres affaires qui font en sorte que l'agilité, la force, puis tout ça, que bon, ça m'a apporté beaucoup de ce côté-là. Fait que j'ai eu la chance de pouvoir comme continuer à vivre ça. Puis tu sais, la plupart des athlètes qu'on a connus, mettons, dans du haut niveau, ont souvent des œillères toute leur carrière. Là, ils sont comme focusés juste sur leur sport. Puis souvent, c'est des sports qui sont très, très, très spécifiques où ils ne seront pas nécessairement très performants dans d'autres choses, là, juste parce que c'est tellement spécifique ce qu'ils font que c'est difficile d'aller performer ailleurs. Fait que j'imagine que ça peut être décourageant. Là, puis nous, ça a comme fait un peu l'effet contraire. On a toujours aimé le sport en général. C'est pas le biathlon seulement. On a toujours fait plein d'autres sports en cross-training, puis tout ça, en récupération, parce qu'on était intéressé par d'autres sports. Puis en terminant, là, en sortant un peu du biathlon, ben là, on a eu plein de belles opportunités avec le pentathlon, les triathlons d'hiver, les Xterra, tout ça, que tu sais, aussitôt que tu commences à en faire, les trails aussi, les courses à obstacles, le monde t'appelle, tu sais, les organisateurs sont, hey, lui, il est willing, puis il fait plein de grosses courses qu'on invite, puis tout ça, fait que ça nous a apporté là, énormément de belles expériences là, dans différents sports. Fait que, ouais. Ah, c'est clair. Tu parles beaucoup au on parce que je pense que ta conjointe et toi, vous êtes impliqués dans plein d'affaires ensemble. Elle va peut-être nous joindre plus tard. On se disait tantôt peut-être qu'elle va coucher les petits et elle va joindre. Mais parle-nous de cette collaboration-là parce que vous êtes deux biathlètes ou en tout cas vous êtes deux athlètes de très haut niveau qui avaient transitionné, j'ai l'impression, ensemble aussi dans ce rôle-là d'organisateur, un esprit très entrepreneur. Parle-moi de cette collaboration-là que tu as avec ta blonde. Ah, ben, moi, j'ai la chance d'avoir connu ma blonde à 5-6 ans. Quand j'ai commencé le ski de fond, on partageait les petits podiums en tant qu'enfant. On suivait dans les petites courses régionales, puis tout ça. Puis nos parents, on faisait toutes les mêmes courses côté ski de fond. Puis finalement, on s'est comme perdu un peu là, quand on est arrivé, quand moi j'ai changé pour le biathlon, en fait. Puis elle a continué à monter un peu de son bord en ski de fond, moi de mon bord en biathlon. Puis là, à un moment donné, on s'est recroisés au cégep. Puis on avait déjà essayé à dos de comme sortir ensemble, mais Claude habitait sur la rive sud de Québec, moi j'habitais sur la rive nord. J'avais été une fois chez elle en vélo, ça m'avait pris comme 3h30, je pense, me rendre. Fait qu'on a dû voir que ça va peut-être pas fonctionner. Puis finalement, au cégep, on s'est remis à se croiser plus souvent. Puis bon, fait qu'on est ensemble depuis qu'on a 17 ans, finalement, là, 18 ans. Puis avec tout ça, ben, moi, quand on a commencé à sortir ensemble au cégep, ben, elle a vu à quel point je tripais en biathlon, tout ça. Fait que, naturellement, j'ai fait essayer le tir, puis elle a trippé aussi. Fait qu'on a trippé ensemble pendant plusieurs années, là, à partir de ce moment-là. Puis c'est ça, à un moment donné, après, en même temps, là, en 2014, là, en 2011, on était ensemble faire des courses à obstacles, puis on a fait tout plein d'aventures ensemble, puis je pense que ça nous aidait aussi là, pour vivre des expériences, parce que c'est une chose de vivre des expériences seul, surtout dans des sports individuels, quand tu pars, puis tu voyages, mais quand tu as des moments difficiles, autant que quand c'était en biathlon, dans un sport qui était difficile sur le moral, parce que tu as comme deux facteurs qui font que c'est rare que tu as une course parfaite, tu as le tir ou le ski, tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que quand tu as quelqu'un avec toi à partager ces moments-là, ça l'a aidé énormément là, au travers de notre carrière en biathlon, et après carrière aussi. Puis naturellement, ma blonde, en fait, était vraiment. C'était la meilleure en course à obstacles. Quand elle a commencé, il y en a qui vont dire que c'est un sport de gars, là, mais c'est pas vrai. Là. Il y a des filles badass en tabarouette qui faisaient ça et qui font encore ça.
Puis Claude a gagné, je pense, 3 championnats du monde en course à obstacles. Les gens ne savent pas trop parce que elle a gagné ça ailleurs dans le monde, mais au final, c'est une blessure qui l'a comme sorti de ça, mais elle a performé au plus haut niveau. Puis on a voyagé ensemble aussi encore après notre carrière. Puis là, avec les enfants, puis l'organisation d'événements, les deux, on s'entraide. Puis, elle est excessivement organisée, disciplinée, ce que moi, il me manquait beaucoup, là, comparativement à elle. Fait qu'on se complète vraiment, vraiment très bien, là, on fait une super bonne équipe pour organiser des événements, là. C'est assez facile. On n'a pas besoin de se regarder qu'on sait ce que l'autre pense, ce que l'autre fait. Fait que ça va faire 20 ans qu'on est ensemble, fait qu'on se connaît assez bien là, pour ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment fou pareil, hein. Puis je comprends qu'avant le power couple des Spartan Race qui est Ryan Atkins puis Lindsay Webster, il y a eu Marco et Claude, c'était le original power couple de la course à obstacles, c'est ça, là. Ouais, pas mal. Puis tu sais, Claude, en fait, Lindsay et Claude, c'était deux rivales. Puis c'est souvent les mêmes Claude qui avaient le dessus. Moi, Ryan, il était pas loin, mais c'est sûr que Ryan avait une coche là, au-dessus que j'avais toujours. Mais tu sais, j'ai eu la chance d'être dans la même équipe que lui aussi, là, au niveau de Battle Frog. Puis ces courses-là, Battle Frog, c'était vraiment les courses les plus relevées en difficulté. C'est les courses aux États-Unis, mondialement, qui avaient les plus grosses bourses aussi. Fait que les gros athlètes prenaient l'avion de leur poche pour y aller, ça valait la peine. Fait que c'était extraordinaire de pouvoir faire autant de courses avec ce gars-là qui est un surhumain, là, honnêtement. Là, on dit, nous autres, en haut niveau, on dit souvent one in a million. Là, t'en as de temps en temps qui passent. Là, un Michael Jordan de son sport, puis qui sont très, très rares. Là, puis lui, à mon avis, c'en est un. Puis j'ai eu la chance de courir avec, de cochambrer avec pendant 2 ans de temps. Fait que ça a été des super belles expériences d'être dans son ombre, d'être tout le temps deuxième ou troisième. Là, ça me faisait de quoi. Je me disais à un moment donné, je vais l'avoir, mais pas tout à fait. Ça a passé proche une ou deux fois, mais pas tout à fait. Être deuxième, troisième derrière Ryan Atkins, je pense que c'est pas gênant. Puis ceux qui écoutent, qui connaissent moins un peu la course à obstacles, allez suivre Lindsay Webster puis Ryan Atkins parce que non seulement c'est des athlètes exceptionnels, comme tu dis, one in a million, mais c'est aussi des athlètes qui flirtent avec le trail puis qu'on les voit de plus en plus essayer des choses. Ryan, il y a beaucoup de FKT aux États-Unis et tout, mais ça fait quelques années qu'on les voit popper sur des courses internationales, notamment le Golden Trail Series qu'il y a eu. J'avais reçu Maud Mathis qui avait gagné ça dans des îles portugaises, je crois, dans l'Atlantique. Mais Ryan et Lindsay étaient là. Ils arrivaient avec une préparation plus genre pour leur saison de Spartan Race, mais ça reste que ils performent extrêmement bien. Là. C'était pas gênant pour des athlètes qui n'étaient pas entraînés spécifiquement pour du trail running courte distance comme cette série-là. Ils ont performé extrêmement bien. Puis j'ai l'impression que c'est ces deux athlètes que s'ils s'y mettaient, je veux pas dire sérieusement parce que clairement ils s'entraînent déjà sérieusement, mais s'ils faisaient du spécifique pour de la trail spécifiquement, pas de l'OCR, écoute, ça serait dans les tops mondiaux, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. En fait, c'est déjà calculable, si on veut. Les gens qui suivent le trail, c'est pas tout le monde qui le connaisse parce que c'est le gars le plus humble que je connais là, à son niveau, mais Jonathan Albon, qui est un Anglais là, qui habite en Norvège, c'est un bon ami à nous. Là, on se perd de vue avec le temps et les enfants, tout ça, mais en termes de course à pied, là, c'est dans les mêmes niveaux que Ryan Atkins. Puis il a gagné, là, je pense, 2 ou 3 années de suite, le Skyrunning Extreme. Il flirte avec Kylian Jornet. Là, les gens ne sont pas au courant, ne sont pas trop... parce que ça n'arrive pas qu'ils courent nécessairement trop ensemble, mais ils gagnent des courses contre des champions du monde de trail, tout ça. Puis c'est les deux plus gros rivaux de course à obstacles, c'est ces deux gars-là. Puis ça donne que John est plus focusé un peu sur la trail maintenant, puis Ryan est plus focusé sur la course à obstacles, mais le complément de ces deux gars-là est assez extraordinaire. Fait que ça serait. On a failli l'avoir, le Ryan, l'année passée. Il m'avait confirmé que c'était sûr qu'il était là, tout ça, cette année, l'an dernier, sur le 110. Puis finalement, à la dernière minute, là, il y a de quoi, je me souviens pas trop c'était quoi, mais il a fallu qu'il choke, puis ça lui a fait bien de la peine, là, mais puis nous autres aussi d'ailleurs, là, parce qu'on aurait aimé ça de voir là-dessus. Mais bon, on ne sait jamais. On va peut-être le voir sur une course au Québec là, plus tôt que tard, là, si on peut finir par le convaincre puis ça donne dans sa saison.
Ah ouais, c'est clair. Je me rappelle l'année passée, le dimanche, ça parlait au village en bas, au Mont-Saint-Anne, ça parlait de la course de la veille puis tout ça, puis le monde racontait Reed Coulsett qui avait gagné le 110 en se perdant au massif, puis il avait passé, je pense, 50e à un ravito, puis il avait remonté place par place. Puis je me rappelle pas qui, en jasant, m'avait dit si Ryan avait été sur le 110, le dénouement aurait été le même. T'sais, il aurait été capable de rattraper un gars comme Ryan Atkins qui aurait été en tête de course si Reed se perd pendant 10 km ou je sais pas, mais bref, hein, avec des si, on peut faire bien les affaires. Mais je me rappelle que c'était un talk que le monde disait que Ryan n'avait pas pu venir, mais que peut-être que la course aurait eu un C'est dénouement dommage. différent s'il avait été là. Hein. Ouais, ben en fait, là, sûrement parce que Reed, tu sais, il a donné un coup à partant pour, tu sais, il a comme, il a quand même perdu Jean-Philippe Thibodeau dans la montée du massif, c'est un des gros coureurs là, au pays, là, même, hein, qu'on peut dire, puis il l'a perdu, Ah oui, là, tu sais, puis c'est une méchante montée, fait que, tu sais, moi, je sais ce qui est arrivé, moi, j'étais là, j'étais pas ah oui. loin de là, je courais plutôt juste après, puis j'attendais les coureurs qui arrivent, puis je savais que lui s'en venait, puis là, quand Thibodeau s'est pointé, il s'est trompé, puis là, j'étais comme, il y a seulement un endroit qui aurait pu se tromper, puis c'est en allant à l'envers sur le 160. J'espère qu'il n'a pas fait ça, puis c'est ça qu'il a fait. Fait que, tu sais, lui, il était Ouais. dans le rouge à côté. Quand il arrivait dans le haut du massif, il ne devait pas voir clair, là. Tu sais, Ah, c'est de c'était bonne heure, la brumeux. course commence, ça commence en montant le massif. Puis il est rentré à l'envers sur le 160, les pancartes à l'envers, tout ça, puis il a roulé comme, je pense, 6, 7, 8 km à l'envers, avant, c'est comme se dire, ah, les pancartes sont à l'envers, je suis peut-être à l'envers. Fait qu'il est revenu de bord, puis effectivement, tranquillement, il est revenu à la fin, là, dans le Mont-Saint-Anne, là, qui a repris Ben oui. Mike, je pense. Ouais, mais bon, écoute, on le saura pas, mais ça aurait été intéressant parce que peut-être que ce serait pas perdu. Les deux gars seraient peut-être restés ensemble, peut-être que les deux seraient perdus ensemble. En tout cas, on le saura pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, de partir en plus avec Jean-Philippe Thibodeau qui était sur le 80, on se rappelle. Là, tu sais, Ouais. tu te pèses, puis je pense que Reed, c'est un solide marathonien, mais ça reste que quand tu torches le premier du 80, puis toi, t'es sur le 110, puis on se rappelle que Jean-Philippe Thibodeau a battu le record du parcours du 80, ça veut dire que Reed est parti vite en maudit, mais c'est le fun d'entendre l'histoire parce que c'est de quoi qu'on a entendu plein de fois, puis il y avait des légendes urbaines, il s'est mis à suivre les mauvaises pancartes, il y avait les pancartes aussi au massif, t'as les pancartes du QMT, mais t'as aussi celles de Arikana, leur club de course pour l'été qui était balisé. Le monde disait, c'est-tu perdu en suivant ça? Mais bref, on va l'entendre de la bouche de celui qui gère les parcours du QMT. Mais Reed, je pense qu'il va être intéressant à suivre en train les prochaines années. Là, cette année, il est allé faire des courses aux États-Unis, il s'est qualifié pour la Western State via son commanditaire, mais il est allé s'essayer à Black Canyon. Je pense qu'il était supposé aller faire de Canyon. Je me rappelle pas s'il l'a fait, mais je pense qu'il va être intéressant à suivre là, un gars de 2-11 et des grenailles là, sur marathon. Fait que ça va être intéressant de le voir sur la Western State cette année. Là. Ah oui, absolument, c'est sûr, c'est sûr. On parlait de ta carrière olympique avant qu'on transitionne vers l'après-carrière, l'organisation de course, le QMT, tout ça. De toutes ces années-là d'intensité, d'entraînement, tantôt tu as dit ça t'a donné une forme physique nécessairement puis une habilité à se développer rapidement dans certains sports, mais qu'est-ce que tu en retires le plus de ces 10 années d'entraînement-là, que ce soit mental, physique, peu importe? C'est dur à dire. Qu'est-ce que j'en retire le plus? Ben, c'est sûrement une expérience. C'est ça. Je pense qu'on prend peut-être les choses moins au sérieux, tu sais, que la plupart des gens. Je vois beaucoup de monde entrer puis sortir là, tu sais, dans des sports comme la trail, comme la course à obstacles, tu sais, des sports qui sont un peu. Tu sais, moi, je vois pas encore ça trop sérieux, là, ces sports-là. Tu sais, quand il y a plusieurs compagnies, tu sais, c'est semi-fédéré. Il y a plusieurs compagnies qui organisent des grosses courses, ça se compétitionne. Tu sais, c'est difficile de voir des gros coureurs aux mêmes courses, là, tu sais. Fait que, dans un sens, on dirait que venant d'un sport où ce que, tu sais, peu importe la course, quand c'est au niveau mondial, toutes les meilleurs sont là. Il n'y a il y a pas de question là-dessus. Peut-être que c'est ça, en fait, de prendre les choses un peu plus, un peu, tu sais, plus relax, puis dire, regarde, on a du fun, on s'inscrit à une course, on a la chance de vivre des expériences comme ça, des voyages des fois, puis en enlevant ce stress-là qui est comme, qui est toxique, là, puis ça, tu sais, s'il y a de quoi de négatif que je ressors un peu là, de ça, puis que moi, j'ai eu la chance de quand même, avec Claude, là, de le voir d'un côté quand même
beaucoup plus positif, c'est tout le stress qui vient avec le sport de haut niveau, ou quand on se prend au sérieux, un peu trop au sérieux, là, quand on s'entraîne fort, puis on évite les blessures, on va pas au party, on va pas dans le temps des fêtes voir parce qu'on est vraiment là, on se met des œillères justement, puis ça a un petit côté malsain là, au final là, de faire ça pendant trop longtemps. Puis quand ça va pas, c'est difficile on se fait une carapace, mais c'est quand tu mets tous les efforts, puis tu mets tous tes sous, puis finalement ça rapporte pas, ça devient difficile avec le temps. Fait que, je pense que c'est peut-être la longévité qui devient payant pour nous autres dans ce temps-là, parce qu'on on voit moins ça comme fardeau, on se met moins de pression, fait qu'on t'offre plus longtemps dans les sports. Là. Quand quelqu'un est trop sérieux, ben ça marche pas, à un moment donné, il est tanné, ou il n'y a plus une scène, ou ben son chum ou sa blonde est écœuré, fait que ils viennent puis ils partent. Là, fait que, ouais, je dirais ça, je pense. Mais c'est intéressant. C'est intéressant même ce que tu dis par rapport à le sérieux de la trail. Des fois, on a l'impression que, on l'a entendu avec les grosses annonces du TMB, puis j'en ai parlé avec plein de monde, puis les gens sont comme, la trail devient trop sérieux, puis ça reste que même malgré tout ça, ça reste un sport qui, comme tu dis, n'est pas encore fédéré clairement, puis je suis pas sûr que la nature même du sport va faire que ça va devenir à un moment donné qu'il va y avoir vraiment une compétition puis un circuit officiel, parce que tu sais l'UTMB l'a tenté avec l'Ultra Trail World Tour, ça n'a pas marché. Là, il le tente avec Ironman pour l'UTMB World Series. Puis sur du long, j'ai l'impression que c'est un des attraits. Tu sais, quand j'écoute bien des podcasts, t'entends parler les élites mondiaux, là, tu sais, des Jim Wamsley, des François Den, des Mathieu Blanchard. Leur attrait est vraiment dans le fait de voyager puis de découvrir des parcours. Fait que de standardiser un réseau de 300 miles qui va être le championnat mondial de 100 miles, un en mai, un en juillet puis un en octobre, j'ai l'impression que c'est pas dans la nature. Il y a quelques athlètes qui reviennent aux mêmes courses, mais François Den, qui est probablement le plus grand athlète de 100 miles en ce moment au monde, chaque année, il fait une saison différente, puis je pense que la plupart des athlètes de ce niveau-là, c'est ça l'intérêt, c'est d'aller visiter des nouvelles places, essayer des nouvelles courses. Fait que tant qu'il n'y aura pas ce genre de standardisation-là, ça va être difficile de, comme tu dis, faire compétitionner sur un... Tu sais, on peut dire, ouais, Kylian puis François, c'est les deux meilleurs, puis François l'a battu, mais ils ont compétitionné une fois un contre l'autre dans leur carrière, tu sais. C'est difficile de comparer, puis versus même la course à obstacles, t'as quand même un circuit plus sérieux où les mêmes gars, les mêmes filles compétitionnent un contre l'autre, puis quand t'arrives dans des sports fédérés, des sports olympiques, ben, je veux dire, il y a des circuits de championnat du monde, des olympiques, c'est facile, entre guillemets, de comparer les meilleurs, puis de tracer une espèce de tendance, puis de dire, ben lui, elle, c'est le meilleur, la meilleure au monde, parce qu'il a compétitionné contre les meilleurs continuellement, mais en trail, ça va être dur de faire ça, non? Ouais, puis, tu sais, c'est un sujet qui est très, pour beaucoup, très délicat, là. C'est revenu, ce sujet-là, à la course à obstacles aussi, tu sais, puis, tu sais, nous, on était dans les premiers athlètes quand même sérieux, là, tu sais, à faire ça, puis on a eu beaucoup de discussions, là, avec des gens qui voulaient organiser, qui voulaient partir des fédérations, tout ça. Puis tu sais, nous, on a toujours, par la grande surprise des gens, on a toujours été contre ça. Le côté olympique, tu sais, moi, ça change pas que le plus beau moment de ma carrière dans le sport, c'est les Olympiques, mais il y a un grand mais là-dessus, là, c'est que ça laisse sa place, mais pas partout, tu sais. Justement, on dit, mettons, il y a une trail aux Olympiques, c'est quoi qu'on fait? On fait un 5 km plus style cross-country, comme dans le temps? On fait un 15, un 20, un 50, un 100 000? C'est quoi la trail, tu sais, au final? Tu sais, moi, la trail, la course à obstacles, c'est un peu ça aussi. Ce que j'aimais de ces sports-là, c'est l'aventure que ça apporte, tu sais, c'est l'expérience, c'est la communauté, c'est d'aller quelque part, de se craquer à dire, hey, je m'en vais à telle place dans le monde pour voir du pays, ou telle place dans ma province ou dans mon pays, tu sais, pour aller vivre ça, aller voir le monde là-bas, aller me tester. Puis au final, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent arriver là, surtout quand on parle de trail. Tu sais, moi, je vois un peu plus ça comme l'aventure. Fait que c'est toujours un peu plus long. Là, tu sais, je me déplacerai pas pour un 20 km trop loin de chez nous. Là, tu sais. Mais si je veux faire un ultra ou de quoi de plus long, ben là, ça commence à valoir la peine. Puis c'est là que plus c'est long, tu sais, t'as les gros gars, là, les filles, là, qui sont comme, tu sais, des one in a million, là, qu'eux autres, c'est du calibre, pour sûr, qui seraient aux Olympiques. Mais au final, les autres, tu sais, en arrière, je veux dire, t'as beau être sérieux, au final, c'est tellement de choses qui vont arriver, tellement de fois que tu vas
te planter ou tu vas te manquer un ravito ou tu vas avoir une crampe ou quand c'est long, ça vient dans le temps, là, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent que ça fait qu'on dirait que la standardisation est comme un peu impossible à faire. Puis es-tu intéressante? On veut-tu vraiment savoir ça? C'est au final, oui, pour la popularité du sport, on aime ça, voir du monde qui sont populaires, qui abreuvent nos yeux de ce qu'on veut voir pour savoir qu'est-ce qu'on va s'acheter comme soulier, tout ça, mais au final, tu sais, la vérité dans tout ça, tu sais, moi, je veux dire, je n'ai pas la vérité, là, mais ma vérité à moi, c'est que j'aime juste partir à l'aventure, là. J'aime juste être dans le bois, puis avoir, tu sais, être seul avec moi-même, puis que s'il y a un événement qui peut m'aider à me transporter de l'eau, là, parce que c'est ce que c'est. C'est une longue sortie de marche, jogging, course, avec des points d'eau puis du monde qui peuvent s'occuper de tes ampoules, là, parce qu'autrement, tu sais, on n'en ferait pas. Là. En tout cas, on pourrait déblatérer longtemps là-dessus, mais voilà mon avis. Ben, j'aime beaucoup ta définition de la trail. Je pense que c'est ça la beauté de notre sport, puis c'est ça qui rejoint le monde. C'est oui, la performance, puis c'est beau être inspiré, puis de voir des belles images d'athlètes de haut niveau, puis de pouvoir se comparer à eux parce qu'on est allé faire les mêmes courses la même fin de semaine, puis que toi, ta course, ça t'a pris 28 heures, puis le gagnant, il en a pris 17. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est le fait d'aller jouer dans le bois, puis cet aspect-là joueur est très présent, l'aspect plaisir, même dans les coureurs de haut niveau, j'en ai rencontré plusieurs avec le temps, des athlètes vraiment dans l'élite mondiale du sport, puis les écoutes parler, puis c'est pas de la fausse modestie, ils sont vraiment là-dedans, dans le plaisir. Mathieu Blanchard qui me raconte qu'il dans une course, il est premier, puis il voit un volcan en éruption, puis il s'est assis pour le regarder. Puis Ludovic Pomeray qui a gagné toutes les courses qui existent au monde, qui raconte que ce qu'il aime le plus, c'est de sentir ses quads en feu dans une descente, puis c'est pas de gagner. Fait que tu sais, à ce niveau-là, je veux dire, comment tu veux standardiser le sport quand ces gens-là veulent juste avoir du fun dans le bois? Puis pour le commun des mortels, c'est ça qui est beau de la trail, que ce soit en course organisée ou en solo, comme tu dis. Là. La seule différence, c'est que tu traînes un dossard, tu traînes deux, trois affaires de moins quand t'es en course organisée parce qu'il y a des ravitaux, puis c'est tout. Là. Après ça, c'est de s'amuser, puis de savoir que t'es dans un safe zone. T'es pas trop à l'aventure. T'es à l'aventure, mais une aventure organisée parce que aux 15-12 km, tu peux te faire sortir si t'es blessé, mais c'est pas mal tout, là. Oui, ben oui, exact. Toi, à quel moment t'as embarqué en trail parce qu'on l'a parlé de course à obstacles, puis à un moment donné, j'ai vu que t'as eu une transition vers le trail, ou peut-être pas une transition, mais plus t'as bifurqué, puis t'es allé essayer ça, le QMT 50 en 2017, t'es allé au Nicaragua, je pense, faire un 100 kg, t'as fait le Ricana. À quel moment tu t'es dit, ben, je vais arrêter de faire pas je vais arrêter, mais je vais essayer quelque chose où je peux juste courir sans arrêt plutôt que de devoir faire des burpees puis monter des cordes? Ouais, là, des burpees, c'est sûr que tu me parles. Là, dès le début, on n'aimait pas ça. Mais non, en fait, là, c'est drôle parce qu'on faisait, dans un sens, de la course en sentier, si on veut, avec nos boucles de route dans le temps qu'on s'entraînait parce que c'était notre entraînement du dimanche, nos longues sorties, on courait en sentier, tu sais, fait dans les années 2000, là, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme arrivé au Québec, là, tu sais, avec les Ultimate XC, puis les X-Trail, les Summon, tout ça, puis je pense que la première, j'en avais vu passer quelques-unes que je voulais faire, mais on avait comme pas le droit, tu sais, quand on s'entraînait en biathlon, techniquement, on n'avait pas le droit de faire d'autres courses que du biathlon, Ouais. tu sais, que des courses qui étaient, puis même du biathlon, tu sais, fallait que ça soit encadré tu sais, parce que nos coachs, ils voulaient pas qu'on se blesse ou qu'on change notre entraînement bien sérieux. Fait que j'ai comme passé droit une couple de fois. Puis là, je pense que la première que j'aurais faite vraiment avec un dossard en sentier, c'est une des premières années de la clinique de trail du coureur. Je pense que la première année, il y avait genre un 10, je pense que c'était ça. Puis l'année d'après, ça avait grandi à un 20 quelques. Puis l'année d'après, 30 quelques. Fait que là, les premières années, j'ai suivi ça. C'était la course de trail qui a donné dans le temps que je faisais. Puis je regardais les autres, puis ça me tentait au bout. Puis là, le 50 de QMT, à un moment donné, puis là, ça a donné le 25 peut-être l'année en tout cas. Une, j'ai pas fini. Mais en tout cas, fait que j'en faisais, aussitôt que j'avais la chance d'aller en faire une, j'en faisais une. Je voyais ça comme c'est peut-être plus dans ma nature là encore là, que la course à obstacles. Course à obstacles, c'était comme c'était un passe-temps, c'était le fun, c'était trippant, puis
ma blonde, elle performait tellement que j'y allais moi aussi, là, tu sais, mais au final, ce qui me faisait triper, c'était vraiment de juste partir puis aller faire ces aventures-là, vraiment, là, mais c'est ça. Fait que je pense que ça a été comme naturel un peu avec les, tu sais, la course à obstacles, c'est de la course dans le bois avec des modules, là, fait que ça ressemble quand même pas mal. Puis là, ben quand que j'ai commencé à travailler au Québec pour partir ma course, ben l'espèce de compagnie qui avait pas de nom dans le temps, qui a comme acheté Ultimate XC, ben là, je me suis dit, moi, à Northman, je voulais pas que ça soit une course à obstacles, by the way. C'était une course de trail que je voulais OK. partir. Puis finalement, tu sais, la compagnie, c'était Bootcamp Race, là, il y avait plein d'obstacles, plein de modules, tout ça. Puis tu sais, eux, ils avaient un intérêt vu que moi, j'avais une spécialité là-dedans. Moi, je voulais pas le faire, mais finalement, ils m'ont comme convaincu, fait que là, on était vers là. Mais là, quand Ultimate XC est arrivé, puis là, en tout cas, il y avait quand même des problèmes qui ont suivi, puis des problèmes avec la grosse compagnie, puis en tout cas, fait que on a comme essayé d'amener ça vers un niveau plus Northman, finalement, tu sais, comme de l'amener là. Puis ça n'a pas trop levé non plus. Fait qu'en tout cas, moi, c'est sûr que cette course-là, les premières années, ça a tellement été compliqué à organiser. C'est une course que c'est Dan Desrosiers que j'ai jamais rencontré d'ailleurs, mais qui organisait avant. Puis ça fait longtemps, là. C'était la première ou la deuxième course là, au Québec, là. Fait que c'était vraiment, c'est une course qui est vraiment difficile à organiser. Bref. Fait que quand t'arrives là à un mois d'avis, t'as jamais été à Saint-Donat de ta vie, connais pas les sentiers, connais personne là-bas, c'est organisé à 80% par des bénévoles qui veulent plus rien savoir de la course. Ça a été une expérience, là. Fait que, mais, tu sais, purement en sentier, les deux, avec Claude, on est tombé en amour bien raide avec la place. Puis on était comme wow, tu sais, puis ça c'était mon style c'est mon style de course là, tu sais, très très technique, tu sais, de la boîte, de la racine, en veux-tu, en v'là, pas full dénivelé, mais vraiment technique là, tu sais, Québec. Moi c'est comme ça que je voyais la course en sentier, c'était comme ça. Fait que là j'étais bien content de ça. Il y a beaucoup de monde, je pense, en course en sentier qui s'habitue un peu plus à du roulant, tu sais, peut-être du monde qui vient de la route, du monde qui veut pas se blesser, qui veulent en faire plus. Regarde, je sais pas c'est quoi la masse qui choisit ça, mais ça fait, je pense que ça a stagné pas mal. T'sais, cette course-là avait stagné beaucoup. Puis la complexité aussi d'organisation là, était fatigante un peu. Fait que bref, cette année, je suis bien content de pas avoir à l'organiser. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, là, honnêtement, là, mais c'est ça, s'il y a une course que j'aimerais courir, là, que pas juste baliser, c'est celle-là. Là. Fait que, espérons que quelqu'un de la place la reprenne puis on puisse la refaire. Puis à quel moment le QMT s'est présenté, au-delà de le courir, comme je disais, le 50, le 25 que tu as fait, mais là, tu es le directeur des parcours. Quel moment tu t'es mis à t'impliquer avec l'équipe de gens? En fait, ils ont ouvert un poste de chef de parcours. Puis dans le fond, c'était Simon Piloto qui s'en occupait avec Jean dans le temps, pendant plusieurs années. Puis là, Simon, il a parti sa ferme, là, il y a un enfant aussi, tout ça, puis ça devenait compliqué. Là, il s'en vient loin un peu de Beaupré aussi. Fait que quand ils ont offert le poste, moi, ça donnait dans le temps que ça donnait bien. J'ai parti ma compagnie là, l'année dernière là, de mon bar pour dire bon, je vais prendre des contrats. Fait que là, ça donnait que au mois de juillet, pendant l'été, j'étais libre. Printemps, automne, là, j'avais des contrats avec les Premières Nations. Pendant l'été, j'étais libre, il y avait ça. Je disais, hey, j'aimerais ça. Je connais la côte de Beaupré. En ski de fond, j'étais dans le club du Mont-Saint-Anne. En vélo de montagne, j'étais au Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne, j'ai monté toutes les pistes imaginables. Je connais la place. Là, fait que j'étais comme, je suis très là, je pense, avec la gang. J'en connaissais une couple dans la gang. Fait que j'ai appliqué, puis ils m'ont donné la job. Puis tout de suite, ça a cliqué tout de suite là, avec Jean, puis Marc-Michel. Puis là, quand les gars sont arrivés avec Steve, que tu as rencontré, là, puis Jean, puis Simon, puis tout ça, ça a été super trippant. Là, fait que c'est le fun. C'est vraiment, là, tu sais, c'est comme une course grandiose entre elles, là, tu sais, en termes d'organisation, puis d'arrière, tout ce qui se passe en arrière avant la course, là, il y a un an de job. Là. Moi, Ultimate XC, on arrivait, là, comme je t'ai dit, là, on l'a eu un mois d'avance, puis on l'organisait dans un mois, en organisant d'autres. Puis, OK, il n'y avait pas un 100 000, là, mais c'était quand même lourd, mais ça se faisait vite, là, puis QMT, là, c'est un an d'avance. Là. À toutes les semaines, là, on se rencontre, puis il se passe des choses, puis il y a vraiment là, un brainwashing tout le temps qui se passe. Fait que c'est vraiment intéressant de voir
une organisation aussi sharp là, au Québec, puis d'en faire partie aussi, puis d'avoir de me sentir écouté. Je sens que j'ai mon mot, puis que mon mot passe aussi. Fait que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Fait que bref, ça a été comme ça que j'ai commencé avec eux autres. Puis c'est du long terme. Eux, ils veulent du long terme, moi aussi. Fait que c'est parfait. Moi, ça peut être un contrat que j'ai à chaque année. Là, c'est trippant au bout. Ben oui. Ouais. Puis c'est une organisation, comme tu dis, qui est extrêmement sharp, mais je pense que Jean, de toutes ces années d'expérience, puis Jean et son équipe, là, je parle de lui, mais c'est toute une équipe derrière ça. Ça fait, je veux dire, le premier Transvalley, ça remonte à plus de 15 ans, puis tu sens qu'il y a vraiment ce désir-là de mettre des conditions professionnelles, dans le sens où l'aspect sécurité ou QMT, c'est top niveau, puis c'est pas pour rien que l'équipe de gens on l'ont fait pour d'autres événements aussi avec le temps, puis tu sais, je l'entendais parler, tu sais, l'année passée, il y a eu les rencontres du trail qui portaient sur la sécurité, puis il y a plein de bonnes courses au Québec qui ont des bonnes mesures en place, mais Jean, tu le sais, j'écoutais Steve aussi, qui était au podcast de Tout Trail aussi, puis tu sais, il y a un extrême souci du détail puis de rien laisser au hasard, ce qui fait que c'est sécurisant au final pour le coureur, la coureuse qui s'inscrit, puis autant pour quelqu'un, un vétéran qui fait son premier 100 miles, qui s'enligne sur ça, ben il sait que oui, ça va être tough parce que c'est un parcours extrêmement difficile, mais qui est dans des conditions gagnantes. T'as pas plus gagnante comme condition, t'as des ravitaux à des intervalles réguliers, puis t'as une équipe de support autour qui est, je veux dire, qui est impeccable. Autant ça que ma soeur qui a voulu faire sa première course de trail l'année passée, qui m'a dit où c'est je m'en vais, j'ai dit ben fais le QMT6, on va avoir du fun, puis tu sais, pour tout le monde, il y en a vraiment pour tous les goûts, puis autant t'as le samedi que t'as l'ambiance performance, ou pas nécessairement juste performance, mais t'as les longues distances, fait que c'est des gens qui ont de l'expérience nécessairement, ou en tout cas, si c'est pas en course en trail, ils ont une expérience de course quand même quand tu te lances sur un 50, un 80. Puis le dimanche, ben, c'est hyper familial, la course des enfants, le QVMT 25 qui, moi, a été ma première course de trail, mais je pense qu'il est une super introduction pour le trail au Québec. C'est un 25 km qui est parfait comme première course. T'as le 6, t'as le 12, fait que c'est vraiment trippant de cette fin de semaine-là au Mont-Saint-Anne. Ça va être la 10e année cette année, mais je suis pas payé pour le dire, mais pour vrai, le QMT, c'est une entreprise, c'est une organisation exceptionnelle, puis je le dirai jamais assez. Moi, je sais pas, j'ai le droit de dire ça, mais je pense que c'est ma course préférée au Québec. En tout cas, ça a été ma première, fait qu'il y a toujours une place spéciale hein, dans ce temps-là. Ben oui, ben c'est sûr. Ah, puis il y a du nouveau tout le temps, tu vois, cette année, on avait discuté l'an dernier, puis il y a des choses qui ça marche, il y a des choses qui marchent moins. Moi, ça fait plusieurs années qu'il y a de quoi que je voulais faire, puis là, gens, là, ils le font, c'est une course en descente. Ouais. Tu disais tantôt que, je me souviens plus qui aime ça quand ça brûle dans les quads. Ben là, on a 10 km de descente, ça part du sommet. T'sais, on prend le télésiège, le départ est au sommet. T'sais, pour les gens qui veulent commencer ou les gens qui trippent en descendant, moi, je trippe bien raide. J'adore descendre. Je pense que c'est le vélo de montagne là, qui me suit, qui me rattrape, là, mais j'adore ça. Fait que j'aimerais vraiment ça le faire. Je pense même que je vais peut-être l'essayer là, après l'avoir balisé là, dans les semaines avant. Fait que c'est des choses comme ça, des fois, qui font la course pour enfants cette année. Là, il y a des grosses nouveautés. Je pense que c'est pas annoncé encore, là, mais bon, on en reparlera. Mais non, je pense que c'est important là, que ça brasse tout le temps comme ça, puis dans des grosses organisations comme ça, c'est possible de le faire. Fait que non, c'est le fun qui rend les choses à chaque année. Ouais, je trouve ça le fun, ce désir-là de se réinventer. Je pense qu'il y a une tradition américaine de la trail dans des événements qui sont là depuis 20-30 ans où c'est identique d'une année à l'autre, puis c'est parfait. Souvent, c'est des courses qui ont une distance, puis peut-être ces entreprises, de la façon que c'est construit structurellement, ils peuvent se permettre d'avoir juste 300 coureurs, mais au Québec, les organisations se disent tant qu'à baliser, tant qu'à avoir tous ces coûts fixes là pour un 100 000 puis un 100K, aussi bien faire un 5, 10, 21, 42, toute la patente. Mais je trouve ça le fun des grandes organisations comme le QMT, comme Arikana, qui se réinventent, qui ne soient pas sur leur laurier de se dire « Hey, on est le QMT, on est Arikana, on peut juste refaire les mêmes événements, les mêmes parcours année après année. » Au contraire, tu sens qu'il y a un désir de se réinventer. Le QMT, t'en parlais, à chaque année, il y a une nouveauté. Là, il y a un 10 km de descente. Puis j'ai l'impression que tu as amené ça. En tout cas, il y a une continuité avec le Transvalley. En partant, première année, vous avez acheté plein de nouveautés. Fait qu'on pourra y revenir juste après. Mais avant qu'on passe au sujet Transvalley, je voulais... Parle-nous du rôle de chef de parcours pour le QMT. C'est quoi ta job au-delà de
gérer les parcours, là, c'est facile à comprendre selon le titre, mais concrètement, c'est quoi dans l'année ce que tu fais, ce que tu prépares, puis rendu dans la fin de semaine de l'événement, c'est quoi ton rôle? C'est beaucoup de choses. C'est sûr qu'en événementiel, je pense que tu as parlé assez d'organisateurs d'événements pour comprendre qu'on porte beaucoup de chapeaux. Puis plus on peut porter de chapeaux, mieux l'événement se porte. Fait que c'est sûr que j'essaie de m'impliquer dans le plus de chapeaux possible, mais mon rôle principal, là, c'est vraiment là, de faire en sorte que les sentiers sont clean, sont clairs, puis qui sont safe. Là, fait qu'au final, c'est sûr que mapper les sentiers, Jean, la plupart des sentiers, là, c'est tout lui qui les avait créés, fait que, ou en partie avec Simon puis les autres. Fait que moi, en partant de là, c'est sûr qu'il y a tout le temps des ajustements à faire, surtout sur des longues distances. Il va y avoir un changement de propriétaire, un chemin forestier. Des fois, les gens, ils se disent « Ah, c'est pas pareil, non, non, mais c'est ça, c'est que souvent, ça arrive pas que 2 années, tu peux suivre une ligne exacte, à moins que ce soit des distances plus courtes et que ça passe pas à des places spéciales. Fait que moi, c'est sûr qu'il faut que je gère tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de gestion là-dessus, de faire sûr que les sentiers passent près ou peu. Après ça, j'ai quand même une ouverture à faire des changements. Fait que, il y a des petits changements là, que je me permets de faire là, selon justement les sections de parcours, selon moi mes préférences aussi. Là, de ce côté-là, des fois, il y a un bout de. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître. Il y a un bout de chemin de raquette qui est extraordinairement beau à mon œil, à moi. Fait que je vais faire passer le monde là. Au final, des fois, c'est pour la distance, c'est parce que je veux éviter quelque chose. Y avait-tu un nid de guêpe? Y avait-tu justement une déforestation? Y avait-tu un arbre que j'étais pas équipé pour couper? Fait qu'il y a tout le temps des raisons là, aux différentes choses qu'on va faire sur les parcours. Puis bon, dans tout ça, c'est le balisage qui est quand même extrêmement important. Je pense pas que j'ai déjà entendu un coureur dire que ils disent tout le temps que c'est soit parfait ou c'est vraiment tout croche. Là. Fait que c'est tellement moi, ça va faire je pense 60, là, avec les Premières Nations, je les compterai pas, mais 60 événements là, sans les Premières Nations que je balise. Là, fait que c'est sûr que j'ai eu la chance de comme baliser des courses à obstacles où ce que les gens se perdent constamment. Fait que faut baliser épais, puis on figure comment les gens pensent finalement. Fait que c'est ça qui est important de comprendre ce que le coureur va avoir dans son champ de vision pour être sûr que les gens ne se trompent pas. Puis s'ils se trompent, c'est souvent, très souvent, malheureusement, de leur faute là, à un certain niveau. Puis ça peut être de la nôtre aussi, où c'est déjà arrivé qu'il y a un orignal qui me mangeait mes balises, ou un chevreuil, ou je sais pas trop. Fait que des fois, là, c'est de faire en sorte que tout est le plus clair et clean possible, le plus tard possible, ou le peu de temps entre le moment où c'est fait puis la course. Fait que ça, c'était un gros challenge avec QMT parce que avec le 160, les liens pour se rendre au 160, puis les autres différentes distances, ça fait une grosse gestion. L'année passée, c'était le fun, j'ai eu 8 bénévoles encore cette année. Fait que j'ai 4 sections que ces bénévoles-là vont faire comme en couple. Fait que des sections pas trop complexes, mais qui sont capables d'embaliser épais. Fait que moi, ça m'en enlève un peu sur les jambes, là, parce que en une semaine et demie, là, on parle de 190 km là, à nettoyer, baliser. Là, fait que le nettoyage, j'en fais avant, là, mais du balisage, il faut le faire en dernière minute. Là, fait que c'est vraiment ça la grande chose qu'il faut que je fasse. Puis pour la fin de semaine de course, là, je vais suivre les différents endroits qui sont plus critiques. Je vais fermer souvent, comme le 160, je le ferme pendant un bout de temps pour ramasser tous les comptes sur la route. Après ça, je vais chercher les endroits qui sont critiques. Puis je supporte l'équipe médicale aussi. Je vérifie. Je vais, juste avant que le 160 embarque sur la loupe au rang Saint-Julien, je vais la faire au complet en 4 roues pour aller vérifier que mes liens sont clairs, sont corrects. Parce qu'il y a beaucoup de vélo-montagne dans ce coin-là. Mont-Saint-Anne, pareil. Fait que c'est vraiment du juste avant les premiers coureurs. Il faut aller tout revoir les différents endroits. C'est ça qui est assez difficile au Mont-Saint-Anne.
Mais c'est trippant au bout, là. C'est 3 jours avec 4-5 heures de sommeil, mais ça vaut la peine. Après ça, on se sent vivant, comme dirait Steve, fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. Mais c'est trippant au bout. Moi, c'est mon côté favori là, de l'organisation de course, fait que je ne ferais que ça, je serais un homme heureux. C'est fou, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, une course de 160 km, il faut que tu aies des flags qui soient balisés pendant 160 km, puis on le réalise jamais assez, tu sais, tu fais une course, puis faut juste avoir essayé des sentiers qu'on connaît pas dans la vie, ou d'essayer de s'importer des tracés qu'on a vus, des GPX, des FKT, peu importe, puis faire un sentier existant mais non balisé hors événement pour se rendre compte à quel point c'est facile se perdre, puis c'est facile les embranchements, puis des fois en course on réalise pas, on est dans notre tête puis on pense qu'à nous, puis c'est normal là, un pas devant l'autre, puis ma nourriture, ma nutrition, mon crew, mon chrono, peu importe, mais on réalise pas à quel point c'est une job immense, tu sais. Tu vois les flags, puis des fois, on réalise pas à quel point il y a quelqu'un qui les a plantés chacun, puis c'est une job qui est très intense à faire, puis on vous remercie de le faire. Ça fait qu'on se perd pas, puis si les gens se perdent, souvent, c'est de leur faute. Là. C'est plate à dire, mais la plupart du temps, 90% du temps, quand t'entends une histoire de coureurs qui se sont perdus, ça part de t'as mal suivi un embranchement, puis tu mets à suivre d'autres balisages. Tu sais, souvent, c'est ça qui arrive. Il y a d'autres choses, d'autres événements, d'autres courses ou d'autres épreuves qui font qu'il y a du balisage qui est là, mais l'année passée, au Gaspésia, sur le 100 kg, je pense 90 coureurs sur 100 on se sont mis à suivre le balisage du 10 km du lendemain. Puis, Jeff Tapp était là. M'excuserez pas, là, vous êtes tous trompés. Puis, c'est vrai, on a suivi le gars, la fille qui a pris le mauvais embranchement. Puis, le pack au complet a suivi la même affaire. Puis, c'est la vie, ça fait partie de la game. Mais, bref, je trouve ça intéressant de comprendre c'est quoi ton rôle à l'année. Là. Ouais, ben c'est sûr que j'ai pas le même rôle là, que côté annuel. Là, j'ai un contrat sur 2 semaines, mais en réalité, c'est ça, je m'implique un peu tout le temps quand même avec eux autres. Là, parce que j'aime ça, puis j'aime la gang, tout ça. Là, fait que, mais le rôle est vraiment là autour de la course. Fait que, puis moi, en plus que je pars, je reviens le 15 juin là, cette année de ma tournée du printemps. Fait que 15 juin, je reviens, puis tout de suite, j'embarque sur cette job-là. Là, fait que ça va être assez intense là, cette année. Là. Ben oui. Avant qu'on saute sur le Transvalley, tu parles tantôt de ta tournée, tes autres contrats, les Premières Nations. Parle-moi de ça. Je connaissais pas ce penchant-là, puis je suis curieux de savoir ce que c'est. Oui, ben en fait, David Gill, qui est impliqué beaucoup dans la clinique Trail avec Blaise, qui lui m'avait approché là, il y a 2 ans pour avec la pandémie, eux autres, ils organisaient les Jeux interscolaires. C'est les Jeux, dans le fond, c'est comme les Jeux du Québec des Premières Nations. Fait que toutes les Premières Nations venaient à chaque année à Québec, au PEPS, pour faire différents sports. Là, un tournoi, il y avait du basket, puis tout plein de sports. Puis là, étant donné que la pandémie est arrivée, il a fallu qu'ils annulent ça, puis il m'a approché pour bâtir un concept qui fonctionnerait en temps de pandémie. Puis, il aimait l'idée de course à obstacles. Là, moi, j'étais là-dedans, tout ça, fait que... puis c'est ça, moi je partais à ma compagnie à ce moment-là, fait que je garde, on va faire de quoi, puis fait j'ai comme bâti un peu ma compagnie autour de ça parce que ça donnait comme ça, puis en même temps ça me dirigeait pour d'autres choses en même temps, fait qu'on a parti une course à obstacles sur 22 communautés autochtones au Québec. Fait que l'an dernier, j'ai fait 15 000 km avec un trailer de 8 000 livres. Puis 12 modules, montage, démontage sur toutes ces communautés-là. C'est du 98% des jeunes de ces communautés-là qui ont fait le parcours chronométré. Fait que ça, c'était extraordinaire de 4-5 ans à 20 ans. Fait que de vivre ça là, sur les Premières Nations, moi, j'ai toujours été curieux, intéressé. Puis là, ça m'a mis dans un autre niveau où là, j'en ai appris énormément. Là, ça me promener là, à travers les communautés, puis voir les réalités, puis qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Puis surtout d'amener du bonheur. C'était extraordinaire. Là, puis je suis tellement content encore de pouvoir refaire ça. De voir les kids là, qui il se passe rien là, sur les communautés. Là. Si les gens trouvent qu'il se passe rien pendant la pandémie dans leur petite ville, dans leur grosse ville, ben les communautés, il se passe rien pour de vrai. Fait
Fait que là, quand on arrive, nous autres, avec les obstacles, tout ça, c'est le party, là. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Ouais, c'est intéressant. C'est le fun de propager cette culture-là du sport, ne serait-ce que ça. Comme tu dis, c'était des communautés, des fois, qui sont très reclus, qui sont très loin. Puis ça prend juste ce genre d'initiative-là pour aller les chercher. Puis ça permet d'en accrocher une couple qui se découvre une passion pour ce sport-là ou pour le fait de se dépasser ou peu importe quoi. Ben, c'est mission accomplie, là. C'est vraiment intéressant. Ben oui. Puis sur cette note-là, en fait, en tout cas, si tu veux discuter avec David, il y a un autre projet là, que moi, j'ai pas eu la chance de travailler dessus parce que j'ai manqué de temps, mais c'est la Fondation Nouveau Sentier. Puis il suivait un peu certaines des communautés qu'on était. Puis un peu le même principe, mais eux, dans le fond, ils se déplacent d'une communauté à l'autre, puis ils créent un sentier avec les jeunes autochtones. Fait que les jeunes là, ados, tout ça, ils bûchent le bois, ils font un sentier, je pense que c'est 2 ou 3 kilomètres à chaque communauté où ils vont, qui est un sentier de course, fait que de course en sentier. Fait que c'est assez intéressant. Puis tu sais, David lui-même organise là, tout plein de courses pour les Premières Nations là, à travers la province, que ce soit virtuel ou puis c'est tout le temps, pas mal tout le temps en sentier. Fait que ça pourrait être un gars bien intéressant à discuter avec aussi. Là. Puis il est impliqué aussi depuis des années avec le logo de la Trail Clinique du coureur. Ouais. Tu sais, le bonhomme qui court bleu, là, c'est David Gill. Ah, c'est cool. Ouais. Wow. Ouais. Bon, on en parle depuis tantôt, rentrons dans le vif du sujet. Le Transvalley, une des courses les plus mythiques. Oui. C'est fou quand on parle d'une course qui a une quinzaine d'années comme étant mythique puis comme étant historique, mais c'est parce que recule de 15 ans, recule même plus que ça, là, ça va être une 15e édition, je pense, mais le Transvalley, ce que Jean Fortier a parti avec son équipe il y a plusieurs années, ça a été arrêté à cause de la pandémie. Même avant la pandémie, il avait dit que ça allait revenir comme étant une épreuve d'une seule journée. Puis là, les gens, les habitués de cette course-là, étaient un peu déçus. Là, pandémie, tout ça arrête. Et là, on pensait, sans savoir, sans parler aux bonnes personnes, mais on se disait, le Transvalley, c'est mort de sa belle mort. Et non, ça renaît de ses cendres. Parle-moi de comment cette opportunité-là s'est présentée pour toi et ton équipe. Ben moi, pour être honnête, quand j'ai appliqué pour QMT, j'avais ça derrière la tête, c'est certain. J'avais fait la 10e édition, puis je sais plus c'est quelle année, là, puis j'avais trippé sur l'endroit, là, tu sais, un peu dans le style justement que je parlais tantôt de Saint-Donat, que des parcours là, très techniques, une partie là, côté vélo de montagne, de pouvoir courir dans des pionniers du vélo montagne aussi, la Vallée Bras-du-Nord, qui est reconnue là, dans la province. Fait que, tu sais, c'est de voir cette course-là un peu perdre tu sais, l'organisation, ça venait difficile d'organiser une course aussi grosse que le QMT, puis de faire le Transvalley qui est vraiment plus old school, vraiment limitant en nombre de personnes aussi, là, tu sais, la place qu'il y a là, c'est plus loin aussi de la ville, tout ça, puis c'est très technique, puis que c'est pas tout le monde aussi qui est toujours intéressé ou qui l'ont fait plusieurs fois. Hein, fait qu'au final, ils ont décidé que bon, on va peut-être passer la POC, puis moi, ben j'avais déjà ça en tête. Fait que c'est sûr que quand on bûchait le Sentier des Caps, moi puis Jean, on est venu sur le sujet assez rapidement, puis moi j'étais intéressé, puis j'avais organisé déjà beaucoup de courses. Fait que c'est sûr que ça a été un peu naturel. Puis Jean nous a fait confiance, moi puis Claude, puis la gang agent aussi, la corporation, c'est eux autres qui sont derrière ça encore une fois. C'est juste que c'est nous qui prenons les rênes là, totales de tout ce qui est derrière l'organisation. Fait que c'est ça. Puis on est là-dessus depuis qu'on a fait l'annonce. Ça faisait quelques mois là qu'on se préparait. Puis quand ça s'est officialisé avec la corporation, tout ce qui est assurance, tout ce qui est complexe, les permis là-bas, les changements qu'on a dû apporter là-bas aussi, parce que tu sais, il y a un changement d'administration au camping là-bas. Les Bras-du-Nord, c'est le même monde, mais en 3 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail en amont avant de faire l'annonce. Puis là, l'annonce a bien été. Puis les inscriptions, ça va bien. Ça reste une course qui est sur 3 jours. Il y a beaucoup de monde qui viennent faire une, 2 ou les 3 événements. Puis c'est ça qu'on veut, c'est ça le trip de Transvalley. Puis on s'est dit, bon, regarde, on va quand même garder les petites distances pour amener un peu de monde, de la famille, tu viens en famille, toi, tu fais les 3 courses, ben t'as ton chum, ta blonde, ton kid même peut-être, peut faire de quoi, fait que c'est ça.
on a quelques nouveautés. En 3 ans, il y a beaucoup de changements. Dans le trail en général, tu sais, le trail qui a commencé Saint-Donat puis Transvallée, c'était les premières. C'était du tu sais, quand c'était 20 km, c'était annoncé 12 puis c'était 20, le monde il capotait bien raide. À cette heure, 20 km, tu sais, le monde qui font des trails un peu, comme j'ai dit tantôt, moi, 1h30 de char pour faire 20 km, je le ferai plus aujourd'hui, tu sais, c'est rendu comme ça. Fait que, tu sais, le monde, il cherche les longues distances. Fait qu'on a dit, bon, on fait-tu la traversée au complet? Mais c'est assez complexe à faire. C'est là-bas, dans l'organisation, il y a plein de choses qui font en sorte que cette année, ça fonctionnait pas. Puis c'est une grosse étape. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va augmenter avec ce qu'on nous permet là-bas aussi. Fait qu'on a un 57 cette année. Sur le Transvallée aussi, fait qu'il peut se faire seul ou sur le gros Transvallée. Le lendemain, ben là, le 38 du lendemain, ben, qui était le samedi, là, qui était très complexe, très boiteux, puis qui est encore plus complexe maintenant, ben là, on l'a changé là, complètement. Fait que ça devient un 57, ben on l'a changé. Je veux dire, on passe à la même place, là, mais on part plus d'où ce qu'on partait avant parce que ça fonctionnait juste plus là, dans l'organisation. C'est pas nécessairement notre choix, mais bon, fait que ça devient 17 pour le dimanche. Fait que c'est un 10 de nuit, 57, 17 pour le gros Transvallée. Le Transvallée Express se fait 10 de nuit, 21 le samedi, puis le 10 le dimanche. Fait que c'est ça. Puis on a une nouvelle épreuve là qu'on va tenter cette année, le Banging Peaks. Que bon, ça va être un test, là, c'est pas tout le monde qui va nécessairement la comprendre, mais bon, quand on rentre dans le sujet puis on fait ses recherches un peu sur notre site, là, on a essayé de l'expliquer le plus possible. Puis là, il commence à avoir du monde qui s'inscrit. Fait que je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus aussi. Ah oui, je pense que ça va être intéressant d'en parler parce que je sais pas s'il y en a qui se rappellent, qui ont écouté l'épisode que j'ai fait autour du feu avec Samuel Poher. On parlait de FKT, puis on parlait des différentes sortes de FKT. Tu as des parcours en boucle, tu as des parcours linéaires, des allers-retours. Puis tu as du peak bagging qui, encore aujourd'hui, je pense que Samuel Poher avait lancé le défi à Julien Yambot, finalement, l'ajouter son peak bagging qu'il avait fait dans Charlevoix. Puis il est pas sur le site FKT, mais quand tu regardes aux États-Unis, il y a beaucoup de ces épreuves-là, des fastest known time, de peak bagging, qui est de cibler certains sommets, puis après ça, laisser le soin à chaque athlète qui tente ce FKT-là de choisir sa route. Fait qu'au final, par exemple, tu as 12 sommets dans une région X, ben le FKT, c'est de les atteindre, les 12 sommets, dans le temps le plus rapide possible, mais après ça, la track que tu prends, ben il y a peut-être un sentier plus technique qui est plus direct, mais qui est plus long à faire parce qu'il est technique puis qui est montagneux. D'autres options sont plus roulantes, mais plus longues. Fait qu'après ça, chaque athlète décide ce qu'il fait. Fait que c'est une tradition qu'il y a dans le trail américain qu'on a moins ici. Mais là, vous avez fait une épreuve dans le Transvallée à travers les courses à étapes qu'il y avait déjà de Bagging Peaks. Parle-moi de cette épreuve-là parce que je trouve ça fantastique. Puis moi, si c'était pas du fait que je serais hors du pays pour aller faire une course ailleurs, c'est certain que je déplaçais tout ce que j'avais à l'horaire puis je me pitchais là-dessus. Là. Mm-hmm. Ben, tu me feras signe, on va peut-être faire un test avant, plutôt d'arrêter. Oh! Mais oui. Parfait, tu me feras signe. Ben oui. Ben en fait, c'est ça. Pour ceux qui connaissent le coin, là, c'est le camping Etiana. C'est là que le site de course se passe. Normalement, c'était au camping. Fait que les gens partaient là, sur la route. Soit ils prenaient un autobus ou soit pour le 10 de nuit, partaient sur la route pour aller chercher le sentier de la Montagnard, qui est un sentier qui est très abrupt, qui va chercher le sommet de la Montagnard, qui revient. Puis bon, la plupart des parcours d'une journée passaient par là. Nous, on a dû déplacer, là, ça ne fonctionne plus là, comme au camping. Les gens peuvent encore aller là, réserver au camping là, by the way, mais nous, on est vraiment là au même endroit que le Festival Nord qui a lieu depuis quelques années, qui est littéralement un grand champ, mais tu sais, c'est pour avoir fait plusieurs courses de 24 heures dans un champ de tente. Il y a de quoi de vraiment cool à faire ça. Là. Surtout quand c'est dans ce cas-là, qui est une loupe, que tu reviens sur ta loupe. Moi, quand j'ai entendu parler de ça les premières fois, je trouvais ça complètement ridicule. Ça m'intéressait absolument pas de rouler en boucle sur une même loupe. Mais à un moment donné, avec la pandémie, tout ça, j'ai fait un backyard ultra. Je voulais en organiser aussi. Ça faisait plusieurs années que j'essayais d'en organiser parce qu'il n'y en avait pas au Québec, puis je trouvais ça super intéressant pour la communauté, pour ce côté social-là qui est très intéressant, qu'on ne voit pas ailleurs.
Puis là, ben, on a dit, garde, on a l'opportunité, on a une boucle extraordinaire pour faire un espèce de dénivelé de plus, là, une espèce d'Everesting. Puis je l'ai tenté chez nous, dans ma cour. On habite dans une montagne, puis on a fait un Everesting chez nous, puis c'était le feeling, même si tu tournes en boucle, il y a de quoi de spécial à ça, tu sais. Puis là, ben, on parle de chez nous, mais la boucle de la Montagnard est extraordinaire. C'est vraiment une des plus belles boucles à faire dans la vallée Bras-du-Nord. Puis là, d'avoir la chance de la faire pendant 6 à 12 heures. Au départ, on disait, on va faire un Everesting, tu sais. Puis, parce qu'on est là en 2 jours et demi, pourquoi pas, mais c'est tout le côté médical, le côté organisation, le côté sécuritaire de tout ça est très, très, très complexe là, quand on traverse plusieurs nuits, même si on est sur un petit parcours. Fait qu'on se garde la première année, on va le faire comme ça, à 6 heures ou 12 heures. Les gens, le parcours va ouvrir à 6 heures le matin pour ceux qui font 12 heures, à midi pour ceux qui font 6 heures. Les gens partent, ils font leur boucle, la boucle de la Montagnard, autour de 5 km, qui est 400 quelques mètres de dénivelé positif. Super beau, super technique, comme moi j'adore ça. Fait qu'ils font la vitesse qu'ils veulent, ils repassent le nombre de fois qu'ils veulent dans leur camp de base, fait que près de leur tente, près de leur voiture même s'ils veulent, de leurs proches, du party. Ils repartent jusqu'à temps que la gate ferme. Fait que le moment où la gate ferme, ils ne peuvent plus recommencer, mais ils vont pouvoir finir leur tour. Okay. Fait que, après 12 heures, fait qu'à 6 heures ou 6 heures, avec à 6 heures le soir, à 18 heures, la gate ferme, puis les gens qui sont sur le parcours finissent leur tour, puis les gens ne peuvent plus recommencer. Fait que c'est vraiment comme ça que c'est calculé. Puis bon, on va quand même faire des prix spéciaux pour différentes catégories qu'on invente, parce que on la prend pas trop au sérieux non plus, là, ça reste c'est comme dans tout notre but, là, c'est de faire ça le fun, mais quand même, il y a quand même une épreuve qui peut se faire là pour un gros coureur de dénivelé qui veut tenter de quoi sur 12 heures. By the way, le record qui est pas. Faudrait que je le vérifie, mais le record, c'était Ryan Atkins qui l'avait de Everesting en 10h48, je pense. Faudrait que je le vérifie, là, ou 11h, là, autour de. Fait que je dis pas que ça va être fait, là, mais c'est pas la boucle parfaite pour ça, mais c'est la boucle parfaite pour avoir du fun. Puis faire beaucoup de dénivelé, passer beaucoup de temps avec du monde qu'on courrait pas nécessairement, tu sais. Fait que. Puis au final, c'est la distance la plus accessible de toutes nos distances, parce que si tu pars et tu veux faire juste un tour, au final, c'est juste 5 km. Fait que tu as 6 heures pour faire 5 km. Tu peux marcher bien tranquillement, prendre des photos, tu viens en haut si tu veux. Fait que c'est penser en fonction de ça aussi. Là, fait que c'est ça. C'est notre grosse nouveauté cette année. Ouais, c'est un concept vraiment trippant. Je pense que vous innovez, vous arrivez avec de quoi de nouveau qui est propre à cette course-là. Puis, tu sais, le Transvalley, je pense qu'il y avait encore ce feel-là de course roots, là, qu'on se répète souvent, les courses un peu plus backcountry. Moi, j'avais participé en 2019 comme bénévole, je m'étais impliqué, puis il y a un feel vraiment le fun avec le Transvalley, de par le fait que c'est une course par étapes, de par le fait que c'est le même monde qui est là pendant 2-3 jours, qui, comme tu disais tantôt, qui fasse les 3 épreuves ou qui en fasse des individuels, ça reste que c'est tout le même monde qui est là. Il y a un nombre limité de par le camping, ce qui fait que c'est vraiment cet esprit fort de communauté. Puis le Transvalley, c'est pas pour rien que ça fait autant de temps que c'est là, c'est que je pense que ça représente exactement ce que bien du monde aime dans la course en sentier, dans le trail running. Puis c'est vraiment le fun de voir que le flambeau est repris dans l'esprit de ce qui se faisait déjà, mais déjà en arrivant avec des nouvelles idées. Pour vrai, c'est vraiment trippant à voir. Puis sérieux, ceux qui écoutent puis qui considéraient peut-être le faire, je pense que vous venez d'être convaincus, là, que ce soit par ce parcours de 57 km-là, le gros Transvalley qui est différent. À l'époque, c'était quoi? C'était un 10 le vendredi, 38 le samedi, 37 le dimanche. Là, c'est un défi différent. Tu sais, t'as un 10 le vendredi, 57 le jour 2, mais le jour 3, t'as quand même un 17 à aller te taper le lendemain de 57 km. Il y a un méchant défi. Puis ceux qui ont des gros objectifs, que ce soit Arikana 125, qui est un peu proche, mais même encore là, c'est possible. Mais si t'as Bromont 100 miles comme projet cette année, c'est un super week-end choc, le Transvalley. Je pense qu'autant t'as du monde qui arrivait là pour se repousser, c'est leur objectif A de l'année. Autant t'as du monde qui arrivait en mode préparation. Tu sais, Jeff Cochon en 2019 l'a gagné avant d'aller à Diagonale des Fous. C'était une week-end choc parfaitement positionné. Fait que si vous cherchez une course qui est roots, qui est ancrée dans les valeurs de la communauté, qui est repris par une gang qui semble, en tout cas moi, je t'écoute parler puis
j'ai déjà hâte de revenir au Transvalley, mais pour vrai, c'est vraiment trippant que vous repreniez ce flambeau-là, puis j'espère qu'on a convaincu les gens de s'inscrire. Côté inscription, en ce moment, il reste-tu de la place dans toutes les distances? Ouais, ben ça, c'est difficile aussi parce on est comme incertain sur la limitation là, de notre terrain. Fait que, tu sais, on laisse de la place, mais on risque de, à un moment donné, tu sais, lâcher un call puis dire, bon, telle distance, on va arrêter ça, là. Fait que c'est sûr que les distances, tu sais, le 21 est tout le temps... puis, tu sais, le 21 est extraordinaire. Mais honnêtement, tu sais, pour du monde qui court un peu, si tu veux faire une distance de 57, on parle de 57 dans pratiquement 100% des pistes de vélo de montagne. Tu sais, c'est rare, c'est très rare qu'on a ça. Mondialement, la chance de pouvoir courir dans des pistes de vélo de montagne, puis des pistes de cette qualité-là, on a vraiment un privilège là, là-bas de pouvoir courir là-dessus. Puis 57 km là-dedans, moi, j'ai vraiment hâte d'aller baliser ça. Ça a même pas de... J'ai de la misère à me retenir, mais bon, fait que c'est ça, tu sais, au final, les inscriptions, ça va bien, tu sais, c'est comme tranquille un peu, mais c'est normal, le printemps arrive, puis à un moment donné, ça va se mettre à relever un peu, puis on va être, là, on est correct, on se donnait un cap là, pour pouvoir être capable financièrement de le faire, là, parce que c'est quand même un enjeu qui est important. La corporation nous soutient, mais c'est les enjeux financiers, c'est quand même moi puis ma blonde qui les prend là, ces risques-là qui sont quand même assez grands. Fait que là, on est comme correct. Fait que tant que ça continue à popper un peu, ça va juste être le fun, puis on va avoir bien du fun avec une belle gang. Ah, ça donne le goût, là, les gens préparaient leur début de saison, là, juin, juillet, mais commencer à penser au mois d'août, septembre, ça s'en vient vite, le Transvalley, puis très cool. En tout cas, je suis vraiment content de voir que cette course-là revient puis que c'est entre tes mains. Je pense que c'était super intéressant de te jaser. On sent que c'est ça. T'es là pour les bonnes raisons, t'as le cœur à la bonne place, puis t'es là pour faire des événements, d'organiser des choses qui sont marquantes pour les gens. Puis je pense que c'est ça aussi qui est la plus grande qualité de Jean puis de son équipe, puis de les gens avec qui il s'entoure, puis de toi, les événements que tu fais, c'est qu'on sent que vous le faites pour les bonnes raisons, pour les coureurs, pour les coureuses, pour créer un événement qui est marquant pour les gens. Puis pour vrai, le Transvalley, parler à des coureurs, des coureuses de trail qui l'ont fait à l'époque, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le fait d'être là pour 3 jours en mode stage race ou juste pour camper pendant 3 jours. Il y a de quoi de vraiment trippant. Fait que merci Marco, c'est super intéressant. Ben, ça fait plaisir. Moi, comme d'habitude, je t'amène tout le temps avec mes questions éclair NAC. 10 questions, ça permet de changer le mode, de se mettre dans un mode un peu plus ludique. 10 questions rapides à répondre. Je te mets 2 choses en opposition, il faut que tu répondes le plus vite possible. On parlait d'FKT tantôt. Il y a des FKT, mais c'est très rapide, puis c'est en présentiel. Mais 10 secondes chez les hommes pour Yvan Lheureux, 12 secondes pour Joanie Desroches. Faudrait que je ressorte les records en Zoom ou en distance comme ça, parce que Internet a un petit délai, mais au final, le but, c'est de te challenger un peu puis de te mettre des questions un peu épineuses. Fait que tu me dis quand t'es prêt puis je pars le chrono. OK, quand tu veux. Route ou trail? Trail. Sucré ou salé? Sucré. Monter ou descendre la montagne? Monter. Ski de fond ou carabine? Pas vrai descendre. Carabine. Question NAC, poudre protéinée ou drink mix? Ah, aucun. Sentier roulant ou technique? Technique. Burpees ou backflip? Pas capable des backflips, mais non, pas burpee, c'est sûr que non. Bière ou vin? Bière. Boîte ou neige? Boîte. QMT ou Transvalley? Ah! Là, je peux pas faire aucune des deux en plus. Là, je vais transaller là, parce que j'organise. Je peux même pas les faire, ça, c'est chiant. Ça allait très bien côté chrono. Ça allait très bien jusqu'à temps que QMT ou Transvalley arrive. 38 secondes. Performance honorable, Marco. Bon. Eh ben, merci beaucoup de ton temps. C'était super intéressant de pouvoir parler de cette après-carrière olympique-là, ses débuts en course à obstacles, puis là, cette transition-là vers l'organisation de course. Mais là, toi, cette année, t'as-tu comme coureur des courses au calendrier ou c'est QMT Transvalley comme travailleur? J'ai... Là, présentement, je pense que j'ai 2 semaines cet été que là, on essaie de regarder là, s'il n'y a pas une course qui fitterait, genre au Vermont, New Hampshire, quelque chose. Là. C'est vraiment pas évident. Là. Mon contrat, c'est comme là, mai à fin juin, que je suis parti sur la route, je peux rien faire. Après ça, je tombe tout de suite dans QMT.
Puis là, après ça, j'ai un peu de temps, mais tu sais, je suis comme quand même dans Transvalley, puis dans la préparation de mon automne. Puis là, j'ai d'autres demandes pour d'autres choses. Fait que, tu sais, j'espère que je vais être capable, là, cette année, d'en faire quelques-unes. Puis j'aime tout le temps ça, me challenger moi aussi, là, tu sais, mes chums, ils me trouvent bien ridicule à chaque fois parce que je m'en sors quand même bien, là, malgré tout, là, mais tu sais, c'est ça. Je fais toujours une job physique, fait que ça me garde quand même en forme, mais je me dis tout le temps, bon, faut, tu sais, après, là, avec 2 enfants, on dort pas, on peut pas s'entraîner, on fait plus de courses. Fait que je suis toujours curieux de voir, tu sais, comment je peux m'en sortir, là, si je suis capable encore de pousser un peu, puis j'aimerais ça le refaire là, plus tôt que tard, là. Fait que j'ai rien de prévu, ça fait plusieurs années que je prévois plus rien, là, tu sais, honnêtement, ça arrive souvent là, la veille ou l'avant-veille, oh, ça donne, ok, ça marche, ok, on y va, puis je vais faire de quoi, puis ouais, non, on verra bien. Ben, je te le souhaite, écoute. Puis on n'a pas parlé, mais tu fais partie d'un club select qui est les Ultra Caves. Allez voir sur les médias sociaux la gang de Sébastien Dion. Marco, t'es là-dedans avec plein d'autres gars. Je pense que c'est toute une gang d'anciens coureurs de course à obstacles qui font des projets pas possibles. Tu parlais tantôt de ton Everesting dans ta cour. On a entendu parler un peu au Québec. Je pense qu'en pandémie, les gens ont été créatifs, mais ça, un Everesting dans une cour arrière, c'est quand même très original. Je pense que ce genre de groupe-là, de gars qui font des niaiseries, de performance, je pense que ça fait partie de l'esprit trail, puis c'est beau à voir aller. Oui, puis on a hâte d'en refaire des... c'est pas vraiment un club, hein? On est littéralement 5-6 personnes, mais bon, ça pourrait le devenir, là, à un moment donné. On a un logo pis tout, là, fait que, tu sais... Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est pas un club parce que vous êtes un groupe d'amis, au final, qui se sont donné un nom, mais ça va un logo pis tout, fait que... Ben oui. On a du fun avec ça. Belle fun à suivre. Yeah. Ben, merci beaucoup, Marco. C'était un grand plaisir de te jaser enfin après tous ces échanges de messages-là pour trouver le bon moment. Puis à un moment donné, on se parlait. Puis là, à un moment donné, la conversation est repartie. Puis on a finalement trouvé un moment. Fait que c'est bien trippant. Je pense que c'était hyper intéressant de te donner le goût aux gens de s'inscrire. Soit au QMT qui s'en vient dans quelques semaines. Peut-être qu'il reste des dossards. Je sais pas au moment où ça va être diffusé. Mais sinon, le Transvalley, il reste encore des places. Dépêchez-vous parce que ça va partir vite d'après moi. Ouais, QMT, la descente, là, il reste de la place, puis honnêtement, ça serait à vivre, là, celle-là. Là. Ouais, ceux qui aiment les sensations fortes puis les descentes dans le piton, je pense que c'est votre épreuve. Le montant en gondole, descendre à la course, c'est quand même vraiment trippant. Ah ouais, ça va être c'est sûr. Cool, ben merci Marco. Comme d'habitude, moi je termine en remerciant David Hébert qui signe le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Merci à Boréal qui m'a donné une excellente 2 printemps. Pour vrai, c'est rare, je reviens sur la bière que j'ai vue, mais elle était vraiment solide. Fait que une double New England IPA, allez essayer ça. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Vous l'avez peut-être vu la semaine passée, mais j'ai annoncé que pour souligner le 100e épisode de Pas sorti du bois, j'allais enregistrer devant le public les épisodes 100 et 101 au Faux Mouvement, un café dans le Petit Champlain à Québec, un endroit magnifique, c'est tout petit, c'est intime, c'est une place qui est gérée par des gens qui sont full impliqués dans la communauté de course, fait que le Faux Mouvement, c'est un endroit parfait pour enregistrer des épisodes. C'est tout petit, je le disais, donc les places, ça veut dire qu'ils sont très limitées, puis au lieu de vendre des billets ou peu importe, parce que c'est vraiment pas le but de cet événement-là, là, c'est pas une levée de fonds, c'est juste de souligner ce 100e épisode-là avec des gens, avec des auditeurs, des auditrices, j'ai décidé que j'allais faire tirer les places disponibles pour l'enregistrement devant le public. Puis pour les faire tirer, j'allais donner des indices dans les épisodes 96 à 99. C'est le premier avec un indice. Donc si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est que vous êtes des auditeurs assidus. Vous vous rendez jusqu'à la fin des épisodes, puis vous méritez de courir la chance d'avoir la bonne réponse, de m'écrire sur les médias sociaux, puis de remporter 2 places. Donc la première personne qui va m'écrire sur le Instagram de Pas sorti du bois, dans les inbox, donc allez sur le compte de Pas sorti du bois sur Instagram, allez dans les messages privés, puis écrivez-moi la réponse. La première personne remportera 2 places pour l'enregistrement devant le public qui a lieu le 12 juin à 16h. Donc un petit 4-7, ça va être sympathique. Il va y avoir des prix de présence, il va y avoir du bon café, du Faux Mouvement, il va y avoir de la bière Boréal. Bref, vous ne voulez pas manquer ça. La question va comme suit. À l'épisode 24, j'ai reçu Joanie Desroches et Julien Lachance. Et pour la première fois, j'ai reçu un couple puis j'ai décidé de changer un peu les questions éclair NAC. Écrivez-moi le score qu'ils ont obtenu à ces questions éclair NAC spéciales-là. Donc, allez-y, à vos cellulaires,
go sur Instagram, allez sur la page de Pas sorti du bois, écrivez-moi un message privé avec la bonne réponse et vous allez peut-être remporter 2 places pour l'enregistrement devant public de Pas sorti du bois, l'épisode 100 et 101. Merci et à la semaine prochaine.